Bonsoir à tous, déjà merci beaucoup d'être venus. D'autant plus que pour ma part, moi, je suis pas venu de la porte à côté, j'habite en Italie depuis quelques années. Donc je suis vraiment ravi de vous voir ici, c'est un quartier que j'aime bien. Pour me présenter très rapidement, donc je m'appelle Antoine Olu Garcia. J'ai publié tout récemment ce livre, Mathematicos, qui présente en une centaine de textes une sorte de panorama des mathématiques de l'Antiquité gréco-romaine. J'ai fait des études scientifiques à la base, donc j'étais en prépa au lycée Saint-Louis qui est pas très loin. Entre-temps j'ai fait l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. J'ai travaillé à l'INSEE quelques années et puis après j'ai repris un parcours universitaire en faisant un master de sciences sociales à l'EHESS et que je poursuis en ce moment en faisant une thèse sur l'utilisation des mathématiques en théorie politique. Un sujet assez complexe parce qu'il est au confluent de plusieurs sphères, la philosophie politique, les mathématiques, un petit peu d'économie et de théorie politique. Et entre-temps, je me suis intéressé au sujet des mathématiques dans l'Antiquité, grâce à Laure de Chantal en particulier, qui est éditrice aux Belles Lettres, et qui m'avait demandé de travailler depuis quelque temps dessus. Alors, ce livre, c'est le fruit d'un travail long et rapide à la fois. C'est difficile, un travail long, ça peut être une dizaine d'années. Celui-ci a mis 2 ans de gestation. 2 ans parce qu'il a fallu déjà recueillir pas mal de textes, réfléchir à une stratégie de présentation, et en particulier réfléchir à la manière et au niveau qu'on voulait viser dans un tel livre. Le niveau à viser, évidemment, si on veut faire quelque chose de très technique, c'est faisable. Avec les mathématiques de l'Antiquité, il y a déjà de la trigonométrie sphérique, par exemple, chez Ptolémée. Mais est-ce que c'était vraiment l'objet? Pas forcément. On a préféré faire quelque chose d'accessible à un public assez large. Et donc, pour néanmoins avoir un livre qui puisse être intéressant pour un public matheux, un public scientifique, l'idée a été de faire un livre qui aille crescendo en difficulté. Donc, sur les 300 pages que fait le livre, les 100 premières pages sont extrêmement simples, présentent donc dans la première partie des anecdotes, la partie un petit peu vivante des mathématiques de l'Antiquité. Puis peu à peu on entre dans les concepts, mais on est encore dans une philosophie des mathématiques, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à la manière dont les mathématiques sont pensées dans l'Antiquité, essayer de présenter un petit peu la manière dont les mathématiques se sont vraiment appuyées sur la philosophie pour se construire, et réciproquement, je vais vous en parler un petit peu plus avant. Et puis, uniquement dans les 100 dernières pages, voire dans les 50 réelles dernières pages, on arrive sur un niveau un peu plus technique, mais qui malgré tout reste assez accessible, avec la géométrie non circulaire, c'est-à-dire la géométrie qui n'est plus celle des simples outils que sont la règle et le compas, une géométrie qui est celle d'à partir et après Archimède, et qui est la géométrie qui va être la plus technique de l'époque, mais aussi celle qui va avoir le retentissement le plus grand, puisque ça va être la géométrie qui permettra de résoudre notamment, je dis résoudre entre guillemets, les 3 grands problèmes de l'Antiquité en géométrie, qui sont, pour faire simple, la trisection de l'angle, c'est-à-dire la manière dont on va diviser un angle quelconque en 3 parties égales. Alors, si vous voulez le faire pour un angle droit, c'est assez facile. Avec la règle et le compas, ça se fait. Il faut arriver à être malin et à faire les cercles intelligemment, mais ça se fait. Avec un angle quelconque, par contre, là, c'est beaucoup plus difficile. À tel point que ça nécessite des outils qui sont des instruments réels qui étaient faits dans l'Antiquité et dont vous trouvez quelques dessins dans le livre. Des instruments qui permettent de faire des courbes non circulaires, donc des courbes assez particulières comme la conchoïde, la quadratrice. Ces choses-là sont expliquées. Le deuxième problème, c'est la duplication du cube. Alors c'est un problème qui est assez rigolo parce que l'origine un peu mythique de ce problème, c'est qu'il y avait une peste et que l'oracle aurait dit « si vous voulez que la peste cesse, il faut tout simplement me construire un autel qui était cubique de volume double ». Et Platon aurait interprété ça en disant évidemment que l'oracle, le dieu, ne veut pas nécessairement un autel plus grand, mais il veut vous faire comprendre que en vous penchant un peu plus sur la géométrie, eh bien vous serez plus brave, c'est le mot italien qui ne correspond pas, vous serez
serez mieux dans votre vie et dans votre citoyenneté, parce que pour Platon, les mathématiques servaient avant tout à être un bon citoyen, à s'approcher des choses éternelles, et donc en gros à ne pas tomber dans ce qu'on appellerait aujourd'hui les journaux comme Closer, etc., mais à s'élever et à élever un petit peu le débat. Et donc la duplication du cube, arriver à faire la duplication du carré, c'est pas très difficile. Si on prend un carré, pour avoir un carré de surface double, il suffit de tracer la diagonale et de faire le carré correspondant au côté de la diagonale. Ça fait une surface double. Pour le cube, bizarrement, c'est beaucoup plus complexe, et là encore, ça nécessite des outils géométriques différents de la règle du compas. Et en fait, en général, très souvent, les mathématiciens sont passés par une analogie calculatoire avec quelqu'un qui s'appelle Hippocrate, qui n'est pas celui que vous connaissez, qui n'est pas Hippocrate le médecin, mais Hippocrate le géomètre, qui a travaillé sur les moyennes proportionnelles et qui a trouvé une astuce calculatoire. C'est sans doute la première fois dans l'histoire qu'on a algébrisé la géométrie, je pense, une astuce calculatoire donc pour arriver à résoudre ce problème. Puis le dernier des trois problèmes, c'est la quadrature du cercle, qui consiste, ça c'est un peu plus connu, c'est même une expression, qui consiste, quand on a un cercle d'une certaine surface, à être capable de dessiner un carré qui est la même surface, donc à rendre carré le cercle, à le carrer, comme on disait, c'était un vrai verbe qui s'emploie beaucoup moins aujourd'hui, et donc d'où l'idée de quadrature. Alors, juste pour vous expliquer la structure du livre, il y a une centaine de textes, donc il y a 5 parties en tout, chaque partie est précédée d'une introduction que j'ai rédigée qui fait entre 3 et 5 pages, l'idée étant d'être quand même assez léger sur un ouvrage comme ça. Chaque texte ensuite est précédé d'une petite introduction de quelques lignes pour présenter le contexte du texte et puis l'enjeu du texte. À la fin du livre, au début déjà du livre, vous avez un entretien que j'ai réalisé avec Olivier Payon d'une dizaine de pages. Olivier Payon, le nom vous dit peut-être quelque chose. C'est un réalisateur et il avait réalisé il y a quelques années un documentaire qui s'appelait « Comment j'ai détesté les maths », qui avait eu un certain succès puisqu'il avait été nommé dans la catégorie meilleur documentaire au César. Et donc on parle un petit peu de ce qu'il y avait dans ce documentaire, c'est-à-dire l'aspect sociologique des maths aujourd'hui, leur place dans la société, leur place comme élément de distinction dans la société, à l'école en particulier, mais aussi pour viser les métiers qu'on appelle à haute valeur ajoutée. Je me pose beaucoup, je n'aime pas trop l'idée que les maths puissent servir à ça, mais j'y reviendrai par la suite. Et puis à la fin de l'ouvrage, vous avez la numération grecque et la numération romaine. Numération romaine, on la connaît en général avec les petits bâtons, les V, les C, etc. En gros, les lettres. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'à l'origine, ce n'étaient pas des lettres, mais des dessins, des vrais symboles. Et du coup, en 2 pages, c'est très rapide, puisque c'est un petit peu annexe, j'explique la manière dont les symboles romains sont devenus des lettres. Comment le V n'était pas un V, mais simplement 2 bâtons avec un angle, qui n'était pas nécessairement sous la forme d'un V, qui pouvait être sous la forme d'un petit L. Comment même le C est devenu... Alors, il se trouve que ça correspond à Kentum en latin, donc ça tombait bien pour le chiffre 100, mais le symbole qui désignait le chiffre 100 n'était pas à l'origine la lettre C, c'est devenu la lettre C. À l'origine, c'était un vrai symbole dessiné, il y a une évolution, donc je raconte un petit peu ça. Et de même sur les chiffres grecs, qui là sont l'horreur absolue, puisqu'on utilise strictement l'alphabet, plus 3 lettres, parce que pour arriver à faire le nombre total de symboles utiles, il fallait rajouter ces 3 épisémons, ces 3 petits symboles supplémentaires. Et voilà, la manière de... il est assez fantastique que les Grecs aient réussi à développer autant les mathématiques et en particulier autant l'arithmétique, avec par exemple Diophante, avec un système de numération aussi catastrophique. Quand on voit, par exemple, chez quelqu'un qui n'est pas très connu aujourd'hui, mais qui était une star dans l'Antiquité, Nicomaque de Géraz, qui était considéré comme l'Euclide de la géométrie, il met à certains moments des tableaux de chiffres, c'est illisible, parce qu'on ne comprend pas, nous en tout cas, qui ne sommes pas nés dedans, on ne comprend pas intuitivement les chiffres qui sont représentés par les lettres. Parce qu'évidemment, si alpha et bêta veulent dire 1 et 2, le problème c'est que mu va valoir combien? Ça va être une certaine dizaine. Ce n'est pas du tout naturel. Les chiffres romains sont peu pratiques, mais déjà beaucoup plus commodes.
Et à la toute fin, il y a également des petites notices bibliographiques sur les différents auteurs et les différents mathématiciens qui sont présents dans le livre, ce qui permet de quand même se raccrocher un petit peu historiquement, dans la mesure où le livre, c'est un choix de cette collection, mais aussi volontaire de ma part. Cette collection ne présente jamais de façon chronologique les textes, mais de façon thématique. Donc, pour ne pas se perdre, il y a toujours une petite flèche en haut de chaque texte qui permet un petit peu de se repérer chronologiquement. Mais, une fois cette présentation rapide du livre faite, pourquoi s'intéresser à l'histoire des maths quand on n'est pas historien des maths? Et quand même, à la limite, on n'est pas matheux, ni historien. Enfin, en gros, quand on n'a pas grand-chose à voir avec tout ça, à quoi ça peut bien servir, plutôt que d'aller prendre finalement des livres de maths, il y en a des très bien aujourd'hui qui sont publiés, des livres très techniques, des livres aussi d'épistémologie, de philosophie des maths, pourquoi aller chercher ce que les Grecs et les Romains racontaient? Qu'est-ce que ça peut bien apporter? Alors, la première chose déjà, c'est que les mathématiques, gréco-romaines, mais en particulier grecques, on y est confronté très tôt à l'école. Pythagore, je pense que c'est le premier nom grec en mathématiques qu'on connaît, sauf que de Pythagore, on connaît une chose, le théorème de Pythagore. Alors ce qui est formidable, c'est que en général, personne ne sait vraiment qui est Pythagore, quand il a vécu, s'il a vraiment vécu. Ce qu'on sait juste, c'est qu'il a fait un théorème. Pas de bol, le théorème de Pythagore n'est pas un théorème et n'est pas de Pythagore. Donc en gros, ce qu'on apprend à l'école est un petit peu flou à ce niveau-là. C'est une commodité, évidemment, d'appeler ça théorème de Pythagore. Mais ce qui est clair, c'est qu'on le retrouve déjà, plus ou moins, je vais vous expliquer pourquoi le plus ou moins, mais chez les Babyloniens, dans une tablette qui est un peu la star des tablettes babyloniennes quand on fait de l'histoire des maths, qui est la tablette Plimpton 322. Toujours des noms un peu bizarres. Hein. C'est comme dans Le Petit Prince, on se demande pourquoi il faut nommer l'astéroïde avec un chiffre. Bon, voilà, ça c'est pareil, c'est du référencement, donc c'est la collection Plimpton, tablette numéro 322. Dans cette tablette, on voit, il faut quand même à peu près déchiffrer les cunéiformes, ce qui n'est pas mon cas, mais heureusement il y a des traducteurs pour ça. On voit qu'il existe des triplets pythagoriciens, ce qu'on appelle aujourd'hui comme ça, c'est-à-dire des nombres qui sont mis, vraiment, ce sont des lignes, hein, c'est vraiment comme un exercice de maths. On a d'un côté un nombre et de l'autre côté deux nombres. Et il se trouve que le carré du premier nombre est égal à la somme des deux autres carrés. C'est pour ça qu'on appelle un triplet pythagoricien ce genre de choses. Ça, c'est la version arithmétique, si on peut dire, du théorème de Pythagore. Le fait que certains nombres au carré peuvent se décomposer en une somme de deux nombres carrés. La version géométrique, qui est celle qu'on apprend à l'école, rien n'atteste que Pythagore y ait jamais pensé. Dans la mesure où la géométrie n'était pas une extraordinaire préoccupation de Pythagore. Pythagore était beaucoup plus intéressé au nombre. Et quand je dis au nombre, c'est vraiment à la théorie des nombres, à la philosophie des nombres. Il va développer, avec toute son école, alors juste pour préciser, hein, Pythagore est quelqu'un dont l'existence historique semble assez claire, avérée véritablement, je pense qu'il y a peu de doute là-dessus. C'est quelqu'un qui est originaire de Samos, qui est une île sur la côte turque actuelle, hein, si on peut dire, qui va énormément voyager, il va apprendre, et dans les sources grecques de l'Antiquité, il est dit que, et ce n'est pas du tout une honte, au contraire, c'est quelque chose de très positif, il est dit qu'il est allé apprendre chez les Égyptiens, chez les Babyloniens, enfin plutôt chez les Perses à l'époque, parce qu'il se trouve qu'il vit dans les années moins 550, moins 490, plus ou moins, c'est très vague, c'est peut-être même moins 580, moins 590 selon les âges auxquels on le fait mourir, peu importe. Mais en gros, il se trouve qu'il vit à l'époque où l'Égypte est en train de s'écrouler. Il vit à l'époque où l'Égypte est en train d'être conquise par la Perse. Et donc c'est pour ça que, ayant été en Égypte, il se ferait plus ou moins il serait plus ou moins prisonnier ensuite des Perses et donc serait amené plus ou moins en Perse, d'où il apprendrait aussi d'autres choses. Tout ça n'est pas très sûr, c'est aussi une manière pour les historiens et biographes, qui sont plus des hagiographes à l'époque, de dire que Pythagore, en gros, a fait son Erasmus et qu'il a été apprendre la science chez les meilleurs de l'époque. Ce qui est une chose très importante pour les historiens ultérieurs, de dire que les Grecs ne sont pas les inventeurs de leurs mathématiques, au contraire, ils sont les héritiers des mathématiques précédentes. Ils ont une admiration extraordinaire pour les Égyptiens, pour les Babyloniens, et
aussi un peu pour les Phéniciens au niveau calculatoire. Donc Pythagore, voilà un petit peu le monsieur Pythagore. Sauf que Pythagore ne s'intéresse pas à la géométrie, mais plus au nombre. Ce que Pythagore développe, c'est ce qu'on appelle une arithmologie, c'est-à-dire une sorte de philosophie mystique du nombre, donc avec l'idée que chaque nombre représente une notion. Le 1 représente le Dieu, le 2 représente la femme. Bizarre, ça c'est quand même un truc qui est assez sympa chez Pythagore, c'est que c'était quelqu'un d'assez progressiste sur pas mal de points, notamment sur la place des femmes, qui était admise, et plus qu'admise même à son école, y compris les esclaves d'ailleurs, avaient tout à fait le droit s'ils avaient comment dire, une certaine intelligence, ils étaient acceptés au sein de l'école. Le 3 représente l'homme, etc. Et puis le nombre 10, qui est, si vous connaissez peut-être ce mot, qui est représenté par ce qu'il appelle la tétractys, qui est tout simplement je vais vous montrer un triangle avec 10 points. Il se trouve que, mathématiquement, voilà, c'est une chose assez connue, les nombres triangulaires en maths, parce que ça permet de calculer la somme des premiers entiers assez facilement. La tétractys, parce qu'il y a 4 niveaux, tétra, et le tout forme le nombre 10. 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait effectivement 10. Voilà. Donc Pythagore développe une arithmologie, plus qu'une géométrie. Pythagore est aussi connu et souvent cité dans les ouvrages comme étant celui qui a dit le premier « tout est mathématique ». Tout le nombre est dans tout est dans le nombre. Il y a plein de manières de citer cette phrase qui de toute façon n'existe pas, dans la mesure où on n'a pas les œuvres de Pythagore en 12 volumes, ça n'existe pas. De Pythagore, il ne reste rien, à part des citations fragmentaires chez d'autres auteurs, chez des philosophes qui l'ont commenté. On connaît beaucoup la philosophie pythagoricienne grâce à Aristote, parce qu'Aristote est vraiment quelqu'un de très commode pour ça, dans la mesure où avant de développer sa propre pensée, il cite les pensées précédentes, il les explique et il les contredit. Et ça, c'est formidable parce que c'est une source historique très précieuse. Donc, Pythagore, je vais vous dire, voilà, a cette idée que le monde est mathématique. Or, c'est une idée qui est aujourd'hui très à la mode. Il y a une collection qui est dirigée par Cédric Villani, qui est donc notre médaillé Fields français d'il y a quelques années maintenant, qui est le directeur de l'Institut Henri Poincaré, et qui apparaît très souvent dans le documentaire d'Olivier Payon, puisque Payon avait fait ce documentaire juste l'année où Villani recevait sa médaille Fields. Cette idée que le monde est mathématique mène à des absurdités parfois, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images, si vous êtes intéressé un peu au sujet, mais on voit parfois le Parthénon d'Athènes qui est représenté avec, vous savez, ce rectangle divisé de façon inégale qui permet de créer une spirale, la spirale du nombre d'or en fait. Et on dit, voilà, vous voyez bien, le nombre d'or, ça existait chez les Grecs, ça a été la base de leur architecture. Et puis on va même plus loin, on dit, vous savez, les nautiles, ces petits coquillages là en forme de spirale, boum, c'est une spirale, donc c'est le nombre d'or, c'est génial, le monde est mathématique, c'est parfait. Les pommes de pin, pareil, etc. Bon, on peut le faire avec beaucoup de choses. Même avec la Joconde, parce que comment ne pas faire un truc sur l'histoire de l'art qui ne tienne pas compte de la Joconde, ce serait dommage. Donc vous avez ce rectangle d'or qui est un peu déformé, mais bon, c'est pas grave, ça passe quand même, pour tomber à peu près sur les yeux de la Joconde, mais pas tout à fait non plus, parce qu'on n'ose pas mentir non plus et faire un truc complètement absurde. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que tout ça, c'est une réécriture. S'intéresser aux maths de l'Antiquité, ça permet déjà de voir une chose, c'est que Pythagore n'a jamais dit « le monde est mathématique ». Il n'a pas dit ça. Il a dit un truc un peu plus fin quand même. Cette histoire que le monde est mathématique, on peut y croire, pourquoi pas. Mais la manière dont on la raconte aujourd'hui, c'est quand même très grossier, très brutal. C'est-à-dire, c'est au pied de la lettre. Pythagore, lui, ce qu'il dit, semble-t-il évidemment, parce que ce sont toujours des sources secondaires qu'on a à disposition, et en particulier là, il y a une belle explication du sens de ce que ça veut dire, parce que il semblerait que c'était pas clair déjà pour les Grecs de l'époque, ce que voulait dire cette idée vague de le monde est mathématique. Et c'est Théano, sa femme, qui dans un fragment qui évidemment n'est pas en version originale, mais qui est cité par quelqu'un d'autre, qui est un historien, un doxographe comme on dit, c'est-à-dire un compilateur de citations qui s'appelle Jean Stobé,
Donc il faut savoir que Stobé vit au 5e siècle de notre ère. Il cite Théano, qui est contemporaine évidemment de son mari Pythagore, c'est-à-dire avec 1000 ans d'écart. Bon, évidemment, on peut toujours avoir quelques petits doutes sur la véracité du propos et sur l'attribution exacte à Théano. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, de ce qu'on sait, ce que Pythagore disait, c'est les nombres, et non pas les mathématiques, les nombres sont, je traduis en termes modernes pour faire plus simple, sont l'ADN du monde. C'est-à-dire que c'est la matrice du monde. C'est-à-dire que les nombres ont une structure interne, une structure algébrique. Pythagore n'avait pas ces termes-là, mais nous on les dirait comme ça. La structure algébrique des nombres doit être logiquement reflétée dans la structure du monde. Voilà, c'est ça l'idée. En gros, si on simplifie encore un peu, mais sans trahir le propos originel, ça consiste à dire le monde platonicien des idées. Ça, en général, on connaît un petit peu plus parce qu'on l'a vaguement étudié au lycée. Le monde des idées, ça consiste à dire il existe l'idée de la bouteille d'eau, quelque part, dans un monde différent, qui n'est pas dans notre plan. Eh bien, cette bouteille d'eau concrète, précise, est une imitation, et même une pâle imitation, de l'idée parfaite de la bouteille d'eau. Mais des bouteilles d'eau, il en existe de plein de types. Leur dénominateur commun, si je puis dire, c'est l'idée de la bouteille d'eau. Je ne sais pas si c'est à peu près clair, hein, voilà. L'idée, c'est de dire, il existe un monde abstrait. De ce monde abstrait, nous tirons des conséquences, des objets pratiques qui ne sont pas évidemment aussi parfaits que dans le monde abstrait. C'est pas un solide de Platon, cette bouteille d'eau. Mais bon, quand même, ça représente quelque part l'idée parfaite de la bouteille d'eau qui existe dans le monde des idées. Et bien en gros, Pythagore dit exactement la même chose, sauf que le monde des idées, c'est le monde des nombres. Et il est très clair, et quelqu'un comme Bertrand Russell, par exemple, dit clairement, et à juste titre, je pense, que cette idée de monde des idées platonicien, c'est une idée qu'il a prise directement de Pythagore, en l'adaptant simplement, en la généralisant. Pythagore était sur un monde des idées numériques, Platon est allé sur un monde des idées global. Donc, l'idée, c'est que s'intéresser aux mathématiques de l'Antiquité, ça permet de mieux comprendre ce qu'on attribue à l'Antiquité sans savoir ce que ça veut dire. Ce théorème de Pythagore et qui était Pythagore, et aussi les idées qu'on reprend. Alors, entre Pythagore et nous, il y a Galilée qui a dit le monde est mathématique. Donc, il est écrit en langage mathématique, il faut le déchiffrer, etc. Mais s'intéresser aux mathématiques de l'Antiquité permet de comprendre si on parle vraiment, quand on attribue une pensée à Pythagore, si on attribue une pensée exacte ou complètement dévoyée. Et en général, c'est la deuxième option qui prime malheureusement. Mais ça permet aussi une autre chose. Ça permet de comprendre un peu mieux ce que l'on n'attribue pas aux mathématiques de l'Antiquité. Par exemple, vous connaissez, je pense très certainement, le symbole de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, qui est utilisé par Manpower, qui est utilisé par les Simpsons, par tout ce que vous voulez. C'est un truc qu'on retrouve partout. Dans les pièces italiennes de 1 ou 2 euros, je ne sais plus, enfin bon, c'est quelque chose qui est vraiment devenu très très fort dans la culture commune. Et bien, l'homme, ça s'appelle quand même l'homme de Vitruve. Vitruve, pour ceux qui savent, c'est un architecte romain de l'époque d'Auguste à peu près, qui est considéré comme le grand architecte romain. Vous savez, ce sont de l'architecture complète qui est en belles lettres, qui existe en traduction complète, en un volume. Vitruve, pourquoi on appelle ça l'homme de Vitruve ? Parce que tout simplement, il y a un texte dans lequel Vitruve raconte que l'homme et le corps humain en particulier a des proportions. Qu'il y a des proportions entre la paume de la main, le coude, le bras en entier, la tête, la partie des sourcils jusqu'au nez, du nez jusqu'au menton, etc. Tous ces éléments-là existent chez Vitruve, mais pas seulement. Il y a aussi chez Vitruve, parce que si vous connaissez le dessin de Léonard, il y a le carré et le cercle qui sont circonscrits, pour dire mathématiquement, au personnage. Vitruve raconte ça aussi. Il dit qu'on peut circonscrire à l'aide d'un carré et d'un cercle ce bonhomme qui a les bras ouverts. Donc en gros, ce qu'on appelle l'homme de Vitruve, mais que souvent on considère comme l'homme de Léonard de Vinci, est vraiment de Vitruve, au sens où Léonard de Vinci fait un dessin de cet homme, il fait une illustration du texte de Vitruve, mais il, entre guillemets, n'invente rien. En réalité, Léonard de Vinci fait quelques petites corrections sur
sur la position du cercle et du carré, sur, si je me souviens bien, Vitruve dit que le pied vaut 1/6 du corps, et Léonard dit non, quand même c'est 1/7, faut pas exagérer. Bon, il corrige 2-3 petits trucs, mais en gros, Léonard fait vraiment une illustration d'un texte qui préexiste et qui est de l'Antiquité. Par ailleurs, juste entre parenthèses, l'homme de Vitruve, il n'y a pas que Léonard de Vinci qui l'ait fait. Ça, je sors un peu du champ du livre, mais Léonard de Vinci fait partie d'une tradition à la Renaissance d'ingénieurs militaires. Donc il n'est pas le seul à dessiner ce bonhomme dans un carré, dans un cercle. Beaucoup de gens l'ont fait. Albrecht Dürer, qui est le plus célèbre de ceux qui ont fait ce genre de dessin, fait aussi la femme de Vitruve, ce qui est quand même pas banal. Il s'intéresse vraiment aux proportions du corps féminin et il le dessine. Voilà, Léonard, au niveau, juste une petite parenthèse, sur les machineries de Léonard, il ne faut pas croire que Léonard est un génie qui a tout inventé tout seul. Il fait partie d'une tradition historique de la Renaissance qui remonte elle-même à l'Antiquité, des machineries, etc. Des machineries complètement extravagantes. Il en existait chez plein d'autres auteurs qui ont été ses maîtres. Voilà, ça c'est juste une petite parenthèse. Donc ça c'est pour moi la première raison de s'intéresser à l'histoire des mathématiques, et en particulier gréco-romaine, qui sont en filiation directe avec celles qu'on utilise aujourd'hui traditionnellement. Il y a une deuxième raison, c'est de mieux penser les mathématiques, y compris d'aujourd'hui, les mathématiques de façon atemporelle. Alors, pour ça, j'ai 2 exemples. Le premier, c'est Euclide. De Euclide, on s'intéresse beaucoup en général à ce qu'on appelle le 5e postulat ou axiome des parallèles. Bon, ça dépend, il y a plein de formulations. Vous le trouverez dedans énoncé tel quel par Euclide, et puis après les tentatives de démonstration par Proclus et par Ptolémée. Donc le 5e postulat, juste pour rappeler l'idée ou pour la préciser, si vous avez une droite et si vous avez un point extérieur à la droite, la question est de savoir combien de droites parallèles à la droite, déjà dessinées, passant par le point, existent. Il n'y en a qu'une seule. Ça paraît clair, parce que celle-là, elle va croiser, celle-là aussi, donc il n'y en a qu'une seule. Tout ça ne marche évidemment qu'en géométrie euclidienne, c'est-à-dire en géométrie plane. Peu à peu, dès le XVIe siècle, on a commencé à comprendre que peut-être que ça ne marchait pas toujours, et effectivement, au XIXe siècle, on a établi définitivement que la géométrie sphérique et hyperbolique permettait de contredire ce 5e postulat. Donc en général, sur Euclide, on s'intéresse à ça, parce que c'est le truc qui a eu le plus... ça a hanté les mathématiciens pendant 2000 ans. Euclide, on sait rien de lui, mais on imagine, à cause des citations d'autres gens, qu'on est dans les années moins 300, juste avant Archimède. Mais en gros, et du coup, on a fini par nier ce 5e postulat dans les années 1850, admettons. Donc pendant plus de 2000 ans, vraiment, les mathématiciens ont été hantés par ce 5e postulat, qui a pris la lumière sur tout le reste. Mais chez Euclide, et ce qui est intéressant chez lui philosophiquement, c'est qu'il commence par poser des définitions. C'est une chose qu'on ne faisait pas avant. Avant Euclide, on avait tendance à dire ce qui m'intéresse en tant que géomètre, c'est de trouver les résultats les plus fous, les plus jolis possibles, les plus impressionnants. Euclide commence à dire, je dis Euclide, on ne sait pas, il est probable qu'il ait existé, mais c'est peut-être une compilation d'œuvres de plein de gens, peu importe. Appelons-le Euclide parce que le livre nous est parvenu comme ça. Euclide commence à dire, non, il faut quand même fonder un peu ça sérieusement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait des axiomes, mais avant même les axiomes, il fait des trucs plus simples. Il fait des définitions, et sur les définitions, on s'arrête très très peu, parce qu'elles paraissent d'une banalité vraiment trop forte pour qu'on y prête la moindre attention. La première définition, c'est la définition du point. Et la définition dit, le point est ce qui n'a pas de partie. Alors, c'est une manière un peu complexe de dire que, en gros, le point est une sorte d'atome. C'est un truc qu'on ne peut pas diviser. C'est l'entité élémentaire. On se dit, bon, bah oui, c'est quand même un petit peu, on ne peut pas faire autrement. Enfin, il faut bien faire un truc élémentaire, sinon on ne va pas y arriver. Il faut quand même partir d'une base simple. Le point, bon, bah ça nous parle. Alors, on ne va pas aller non plus chercher midi à 14h. Faisons la notion qui représente ce qu'on fait spontanément. On fait un point, voilà, appelons-le comme ça, et disons que ça va être l'entité élémentaire en ce sens qu'on ne peut pas le diviser. Si vous avez déjà, et ça vous est sans doute arrivé quand même, essayé de tracer un point, je pense que si vous avez une loupe, voire un microscope, vous
vous pouvez le diviser en plusieurs parties. Ça paraît quand même assez évident. Juste avant de développer un peu cette idée, la deuxième définition d'Euclide, c'est sur la droite. La droite est une longueur qui n'a pas de largeur. Bon, là, pareil, alors c'est vrai que c'est pratique, c'est très commode, parce qu'au moins ça permet de définir un truc simple, un truc sans épaisseur. On va étape par étape, on passe de la dimension 0 du point à la dimension 1 de la droite. Ça paraît évident. Sauf que si vous avez tracé une droite, là encore, je pense que si vous zoomez dessus, vous pouvez la diviser en deux sous-droites. Donc en gros, quelle est la réalité, quelle est la matérialisation possible de ces définitions? Et comment ça se fait qu'Euclide, qui quand même justement est probablement premier à faire cet effort de rationalisation de la géométrie, on arrive à prendre des définitions qui ne sont pas si évidentes que ça. Et bien en fait, c'est parce que Euclide, à travers ses définitions, il répond à une exigence philosophique, qui est celle de Platon. Chez Platon, on trouve dans plein de passages qui sont pas dans la République, hein, notamment, c'est-à-dire pas dans des livres qui parlent de mathématiques, puisqu'il faut bien comprendre que cette idée, avant la philosophie, les mathématiques, c'est la même chose. Oui, mais c'est vraiment vrai, hein, c'est pas juste pour dire que tout le monde faisait tout. C'est une vraie idée, c'est-à-dire que les choses étaient conceptualisées ensemble, comme un tout. Et pour Platon, l'idée, c'est que la géométrie qui se dessine, c'est déjà une manière dévoyée de faire de la géométrie. Je vous disais, le monde des idées avec l'idée de la bouteille, et la bouteille réelle qui est une approximation pas optimale de l'idée de la bouteille, il en va de même pour la géométrie. Et pour Platon, la géométrie dessinée ne doit pas prendre le pas sur la géométrie idéalisée. Parce que le dessin, c'est trompeur. Parce que quand même, des fois, on dessine un triangle, et puis on a l'impression qu'il y a un angle droit, et puis en fait, non, il n'y en avait pas. Donc, l'idée pour Platon, c'est de dire, attention, faire du dessin, c'est pas bien. Globalement, c'est ça le message. Si vraiment vous êtes en galère, ok, faites un dessin, mais ne vous appuyez pas trop dessus. N'oubliez pas que ce dessin n'est qu'une approximation d'une autre réalité. Et bien, pour Euclide, c'est la même idée. Il faut arriver à donner une définition idéale de la géométrie. Et donc, que fait Euclide juste après avoir posé ces définitions? Il fait des demandes, des postulats. Je crois la première de ces demandes, je ne les ai jamais dans l'ordre, c'est d'être capable de dessiner une droite entre deux points. Alors, dessiner une droite entre deux points, ça paraît quand même assez banal. On prend deux points, on dessine une droite, point, c'est fini. Oui, mais pour Euclide, il est évident que, vu la définition absurde du point et de la droite, dessiner une droite entre deux points n'est pas forcément évident. Parce que si on peut le faire, certes, avec un papier et un crayon, rien n'assure qu'on puisse le faire vraiment dans le monde idéal des objets géométriques. Et donc c'est pour ça qu'Euclide passe beaucoup de temps sur les définitions et les postulats. Les vrais postulats philosophiquement intéressants, c'est les 4 premiers. Le 5e, l'axiome des parallèles, c'est un postulat intéressant techniquement. Mais philosophiquement, les plus intéressants, c'est les premiers, parce qu'ils montrent bien qu'Euclide a conscience qu'il est obligé de faire un grand écart entre l'exigence philosophique platonicienne et l'exigence d'une géométrie praticable quand même et représentable sur un papier, avec un papier et un crayon, sinon on ne s'en sort plus. Sinon on parle d'un truc qui est complètement hors sol. Donc ça montre que, avant de définir des objets mathématiques et des objets tout court, il faut quand même les penser, il faut les philosopher. Et ça c'est une chose qui manque très certainement. Aujourd'hui on est entouré de chiffres, de statistiques, d'indicateurs. Les politiques européennes, les politiques nationales sont basées sur des politiques d'indicateurs. Sauf que ces indicateurs, est-ce qu'ils ont vraiment un sens? Rien n'est sûr. Rien n'est moins sûr là-dessus. Parce que, prenons le chiffre du chômage, c'est vraiment une banalité, hein, mais que mesure exactement le chiffre du chômage? Une certaine catégorie de chômeurs avec certaines spécificités, sauf qu'on l'appelle chiffre du chômage. Donc, c'est un chiffre qui est sous-évalué par rapport à la réalité vécue. C'est un petit peu la même idée que le froid réel du thermomètre et le froid ressenti. Sauf que ce qui compte à un moment pour le chômage, c'est plus le ressenti que le mesuré. Si on prend le produit intérieur brut, c'est un calcul qui fait appel à des notions un peu bizarres. Le produit intérieur brut, c'est la création de richesse. Donc, la création de richesse, comment on va la mesurer pour un prof, pour un chercheur? C'est un peu dur, il ne crée pas de la richesse. Enfin, disons oui, d'accord, un prof,
Les élèves passent entre ses mains, donc forcément, il crée une richesse. Mais alors, à très long terme, comment on va évaluer ça? Oh bah tiens, faisons simple, on va l'évaluer, et c'est vraiment ce qui se fait dans la comptabilité nationale, par le salaire des profs. Sauf que bizarrement, les profs étant les gens, entre guillemets, les moins payés pour un certain niveau d'études, la participation, la contribution à la création de richesse des profs est très sous-évaluée. Donc, mais ça a un impact. C'est que si on veut augmenter le produit intérieur brut, alors c'est ça le nerf de la guerre, hein, c'est le PIB, c'est pas la culture des gens, c'est vraiment ça. Si on veut augmenter le PIB, on a intérêt à investir sur toute autre chose que sur les profs. Puisque structurellement, ça n'augmentera que très marginalement le produit intérieur brut. Donc l'idée, c'est de dire, pour des concepts valables aujourd'hui, si on ne les philosophe pas avant, et c'est ce que malheureusement il se passe trop souvent, on va vers des choses qui deviennent aberrantes, qui n'ont pas de sens et dont la justification laisse vraiment à désirer. Il est arrivé dans l'histoire des mathématiques grecques un truc un peu comme ça. C'est-à-dire une invention assez géniale qui n'a pas été philosophée et, à mon avis personnel, je m'engage un petit peu plus personnellement, à mon avis personnel, parce qu'elle n'a pas été philosophée, cette chose n'a pas été retenue par l'histoire. Cette chose, c'est le zéro. Parce qu'on nous apprend à l'école que le zéro est une invention indienne, qui a ensuite été transmise par les Arabes, et puis après, autour de l'an 1000, plus ou moins, avec notamment le personnage emblématique de Gerbert d'Aurillac, si vous connaissez, qui était le pape de l'an 1000, Sylvestre II, de son nom de pape, qui était un pape mathématicien qui ne voulait pas vraiment devenir pape, qui a été pape pas très longtemps en plus sur la fin de sa vie, mais qui était très intéressé par les mathématiques arabes, qui allait se former en Espagne, etc. Le zéro est arrivé peu à peu avec les chiffres indo-arabes. Je ne sais pas exactement comment il faut les appeler. Sauf que ce zéro, il a été inventé bien avant par quelqu'un qui s'appelle Jamblique. Alors, si le nom de Gerbert d'Aurillac ne vous était pas connu, celui de Jamblique, à mon avis, c'est très très improbable. Jamblique, c'est quelqu'un qui est éventuellement connu des philosophes et des historiens de la philosophie parce qu'il fait partie de tout un courant néo-platonico-pythagoricien. Jamblique, il vient de Syrie, en fait, de la région syrienne. Et Jamblique, il vit en tant que citoyen romain, mais de langue grecque. Donc c'est quelqu'un qui est, comme beaucoup de gens à cette époque, sur un aspect multiculturaliste nécessaire. Et donc Jamblique écrit en grec, et parmi les œuvres qui ne sont vraiment pas lues de Jamblique, il y en a une, parce que globalement Jamblique n'est pas beaucoup lu, mais alors il y a une œuvre qui est éventuellement lue, c'est la vie de Pythagore. C'est parce que c'est la source la plus riche sur la vie de Pythagore, même s'il faut prendre des pincettes dans la mesure où c'est plus une hagiographie qu'une biographie au sens scientifique du terme. Mais parmi les livres vraiment pas lus, il y a un commentaire sur un livre de quelqu'un. Le livre de quelqu'un, ça s'appelle donc Introduction arithmétique de Nicomaque de Géraz. Alors Nicomaque de Géraz, je pense que là c'est pareil, c'est un nom qui n'est pas du tout connu. Géraz, c'est une ville de Jordanie. Donc pareil, un grec jordanien, etc. C'est Jerash en Jordanie actuelle. C'est très joli d'ailleurs, hein. Il y a toute une colonnade qui mène au forum qui est vraiment magnifique, hein. Si vous allez voir sur internet, ça vaut le déplacement. Nicomaque de Géraz donc écrit une introduction arithmétique. Jamblique écrit un commentaire sur cette introduction arithmétique, comme ça se faisait très souvent. Ça permettait d'aller un peu plus loin que le maître, sans pour autant dire qu'on faisait un truc nouveau. On se mettait à l'abri derrière le maître pour ne pas être offensant. Sauf que Jamblique va un peu plus loin réellement. Alors, il prend un passage dans lequel Nicomaque dit, c'est juste un truc, Nicomaque de Géraz n'a rien à voir avec l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Au cas où. C'est toujours bon à dire. Nicomaque dit, chaque nombre peut être considéré comme la moyenne des deux nombres qui sont autour. Alors, c'est-à-dire, par exemple, 2, ça peut être considéré comme la moyenne de 1 et de 3. Parce que c'est vrai que ça marche. 1 plus 3, ça fait 4. La moitié, ça fait 2. C'est bon, on retombe sur nos pattes. 3, c'est la moyenne entre 2 et 4. Bon, ça marche effectivement tout le temps. C'est un truc très rigolo.
Après, c'est un truc qui n'a franchement aucun intérêt, mathématiquement. C'est quand même très faible. Hein. Bon. Mais ça fait partie de toutes les recherches arithmologiques, donc un peu mystico-philosophiques, sur la théorie des nombres. Nicomaque s'arrête là. Il dit, bon ben voilà, c'est rigolo, on va passer à autre chose. Mais Jamblique dit, les gars, il y a un truc. Parce que si on considère tout ça, mais alors 1, ce serait la moyenne entre quoi et quoi? Entre 2 et puis rien. Et il appelle ouden, qui veut dire rien en grec, ce qu'on appelle aujourd'hui le 0. Et effectivement, si on fait 2 plus 0, ça fait 2, on le divise par 2, ça fait 1. Et donc Jamblique dit, voilà, on a besoin de ce chiffre, parce que si on veut que cette idée que chaque nombre est la moyenne de ceux qui l'entourent soit valable pour tout le monde, il faut qu'elle soit valable pour le nombre 1, et pour qu'elle soit valable pour le nombre 1, on a besoin nécessairement de ce nombre qui s'appelle ouden, rien, 0, peu importe. Alors, ce qui est fort, c'est que Jamblique ne s'arrête pas là. Jamblique, il se dit qu'il tient un truc assez sympa. Et donc, Jamblique développe la théorie du nombre 0 pour ses propriétés arithmétiques, donc pour sa propriété d'addition. Il note très clairement dans l'ouvrage, vous avez les passages traduits, hein, c'est des traductions nouvelles qui n'existaient pas encore aux belles lettres. Il dit très clairement, ce ouden, ce rien, doit fonctionner ainsi pour l'addition, c'est que si on l'ajoute à un nombre, ça laisse le nombre inchangé. Donc x plus 0 fait toujours x. Ça déjà c'est assez fort. Et puis en plus il dit, pour la multiplication, il y a un truc rigolo aussi, c'est que n'importe quel nombre multiplié par ce rien, et ben ça fera rien. Et donc il a identifié très précisément les propriétés d'additivité et de multiplication du 0, sauf que personne n'y a fait attention. C'est resté complètement dans l'oubli. Alors comment ça se fait? Eh bien, à mon avis, il y a 2 raisons très grandes. D'une part, Jamblique fait un commentaire sur un livre qui était le livre de base de tout arithméticien digne de ce nom. Donc, le problème, c'est que quand on fait le commentaire sur un livre, on est moins lu que le livre. Bon, ça, c'est déjà une chose. Le deuxième problème, c'est que Jamblique écrit en grec. Ça, c'est pas de sa faute, c'est une question géographique. Il était à l'Orient et non pas à l'Occident, donc il écrivait en grec. Le problème, c'est que les mathématiques occidentales se sont basées, elles aussi, sur un commentaire de l'introduction arithmétique de Nicomaque de Géras, mais en version latine. Et c'est un texte qui a été établi, c'est une traduction commentaire qui a été établie par Boès, qui, là aussi, n'est pas une méga star, qui est connu éventuellement des philosophes pour sa consolation de la philosophie, il est plus connu, hein, mais quand même, c'est pas non plus, voilà. Sa consolation de la philosophie qu'il a écrite en prison quelque temps avant d'être exécuté par Théodoric dans le début des années 500, vraiment au tout début du Moyen-Âge. Boès, c'est la transition Antiquité-Moyen-Âge personnifiée. Donc, la consolation de la philosophie est connue un peu des philosophes, mais Boès a fait aussi une traduction de cette introduction arithmétique en latin, dans une idée très précise, c'est que le grec se lisait de moins en moins dans un empire romain d'Occident sur la fin, et Boès, avec son beau-père qui était son beau-père dans les 2 sens du terme, son père adoptif et le mari de sa femme, le père de sa femme, qui s'appelait Simoak, c'était à la fois son père adoptif et son beau-père, ils avaient le projet d'influencer Théodoric, le roi ostrogoth qui avait conquis l'Italie du Nord, pour essayer de créer une renaissance des lettres grecques. On est dans les années 500, le truc de la renaissance des lettres grecques va finalement arriver dans les années 1400-1500, donc en gros 1000 ans avant il avait déjà l'idée de la renaissance, mais ça n'a pas marché parce que Théodoric était en conflit géopolitique avec Justinien à Byzance, et du coup tout ce qui ressemblait à du grec était considéré comme ennemi. Et Boès et Simoak étaient dans la charrette un petit peu du grec et donc ont été emprisonnés puis exécutés. Le problème, c'est que l'Occident médiéval, il n'a jamais lu Nicomaque de Géras parce que Nicomaque écrit en grec et que le grec, on ne le lisait plus. Donc, l'Occident médiéval, il a lu quoi? Il a lu Boès. Et notamment, ce qui s'appelle l'institution arithmétique, qui est la traduction commentaire de Boès de l'introduction arithmétique de Nicomaque de Géras. Et Boès lui-même, il a lu Nicomaque, mais il n'a pas lu Jamblique. Et Boès, c'est pas un matheux, Boès.
Jamblique est un vrai mathématicien. Boès, non, c'est un traducteur là pour le coup. Donc Boès, lui, ne développe pas plus que ça les idées de Nicomaque, il fait que les traduire pour un public latin. Donc, l'idée du zéro de Jamblique n'a pas été lue par Boès, donc n'a pas été transmise à l'Occident médiéval, mais pendant ce temps, dans ce qui va devenir peu à peu ce qu'on appelle l'Empire byzantin, qui se considérait lui-même comme en fait le successeur réel de l'Empire romain, il s'appelait les Romains, pas les Byzantins, c'est un terme qu'on a mis au point au XIXe siècle, a posteriori, mais en fait l'Empire byzantin s'appelait lui-même l'Empire romain. Voilà, c'était les successeurs directs. Les Byzantins n'ont pas forcément tant que ça lu le commentaire de Jamblique, et surtout, ils n'ont pas, même ceux qui l'auraient lu, j'ai regardé par exemple Jean Philopon ne dit rien de plus, par exemple, qui est postérieur, qui fait un commentaire pareil sur Nicomaque, il ne dit rien du tout de cette histoire de la moyenne des deux nombres, parce que Jamblique fait une découverte technique, mais pas philosophique. Jamblique, il dit, on a besoin d'un truc qui serait le zéro. Parce que, techniquement, ça marche. D'accord, mais c'est pas parce qu'un truc marche qu'il est vrai. Et c'est ça, je pense, qui fait que l'invention du zéro par Jamblique n'a pas été retenue par l'histoire. C'est parce que le zéro de Jamblique n'a pas été philosophé. Donc je pense que ça, c'est une leçon aussi pour l'époque contemporaine. Si on veut donner une puissance certaine à une invention, à une innovation, il faut aussi la penser. Et la pensée, ça veut dire à la fois la justifier épistémologiquement, donc philosophiquement, et justifier aussi penser son impact, en tout cas. Parce que le zéro était une chose à laquelle les gens avaient déjà pensé, hein, simplement ils refusaient parce qu'ils disaient c'est absurde. Il y a un passage d'Aristote que j'ai mis dans le livre pour bien montrer à quel point l'idée du zéro était inadmissible. Aristote dit, si on parle du rien, lui aussi il emploie le mot rien, c'est pas pour autant qu'il invente un nombre, il dit si on parle du zéro, alors ça devient n'importe quoi. C'est comme parler du vide, c'est un problème d'homogénéité, parce que 0 pomme est égal à 0 poire. Et du coup c'est absurde, les pommes sont égales aux poires? Non, c'est pas possible. On ne peut pas tolérer un truc pareil parce que ça casse tout le discours de l'homogénéité. Et il fait un parallèle physique avec le vide. Jamblique n'a pas répondu à cette interrogation d'Aristote. Du coup, son invention pourtant géniale a été oubliée. A l'inverse, Euclide a répondu en faisant un grand écart, franchement difficile à soutenir si on y réfléchit 2 minutes, sur le point et la droite. Il a répondu aux objections, aux exigences philosophiques de Platon, et du coup Euclide a été suivi. Donc ça c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est assez important. Si on ne pense pas ce qu'on fait n'a pas de valeur. Et puis, pour moi il y a une troisième chose, et je finirai avec ça, qui est importante, qui est intéressante du moins avec les mathématiques de l'Antiquité, en particulier grecques, c'est de retrouver le sens de la beauté mathématique. Parce que on considère aujourd'hui les maths, je le disais en introduction, comme un levier social, en gros, un moyen d'avoir un métier à haute valeur ajoutée, un moyen d'être dans la meilleure classe. Il y a l'allemand aussi qui peut être considéré comme tel. La classe allemande, c'est les meilleurs forcément. Heureusement, les maths comme l'allemand, c'est pas juste ça. C'est pas juste des outils de progrès social individuel. C'est aussi et avant tout le sentiment de la beauté. Le sentiment esthétique, il est en permanence présent dans les mathématiques grecques. Je vous ai parlé un peu d'arithmologie chez Pythagore. Toute la philosophie pythagoricienne est basée sur la notion d'harmonie. Il y a énormément de développement sur la musique, sur même la construction de la gamme pythagoricienne qui a été utilisée en gros jusqu'à Bach, jusqu'au XVIIIe siècle, et qui peut encore aujourd'hui être utilisée, qui est toujours valide. Il y a toute la recherche en arithmétique sur la beauté des nombres, avec des notions qui peuvent paraître bizarres, comme les nombres parfaits. Un truc assez surprenant, parce qu'il y a vraiment une analogie entre la vertu classique, qui est il ne faut pas d'excès, il ne faut pas être déficient ni trop, il ne faut pas être trop pas et trop. Donc en maths ça se traduit par un nombre ne doit être ni déficient ni abondant, il doit être parfait. Et la perfection, la vertu mathématique, ça se définit, c'est un truc qu'on trouve chez Nicomaque par exemple, comme étant le rapport, le lien entre un nombre et ses diviseurs stricts. Un nombre est dit parfait lorsque la somme de ses diviseurs stricts est égale au nombre.
Donc il n'y en a pas beaucoup. Avec 6, ça marche, parce que les diviseurs stricts, ça fait 1, 2 et 3. 1 plus 2, ça fait 3, plus 3, ça fait 6. Là, ça marche. Le problème, c'est qu'après, il y en a vraiment très très peu. Donc je crois qu'il y a 28, il y a 8100 quelque chose. Alors, il y en a en fait une infinité probablement, mais il y en a quand même très peu par rapport à l'ensemble des nombres qu'on peut imaginer. Donc c'est une recherche qui a mené ensuite qui a été travaillée par Euclide par la suite, mais qui a même été travaillée par Euler. Et il y a toujours une question, c'est, si jamais vous avez un peu de temps à perdre, on ne sait pas s'il existe des nombres parfaits impairs. On connaît la forme de tous les nombres parfaits pairs, ça il n'y a aucun problème, on les a. Même s'il y en a peu, mais on les a tous. On sait les générer automatiquement. En revanche, les impairs, on ne sait pas du tout s'il en existe. Donc, si ça vous branche de trouver la vertu mathématique des nombres impairs, c'est possible et ça peut rapporter vraiment là beaucoup d'argent. Il y a d'autres choses sur la beauté des nombres qui sont des choses très simples mais qu'on ne voit pas à l'école. Et c'est un peu dommage parce que je pense que ça permettrait de montrer aux élèves, surtout aux élèves qui ne sont pas forcément très attirés par les maths, que ça peut être sympa. Par exemple, alors les nombres impairs sont considérés comme quelque chose de formidable pour la structure des nombres. Alors, ils sont tous là comme des fous à dire oh, les nombres impairs, c'est génial, c'est la structure du monde, c'est trop fort, parce que tous les nombres carrés peuvent se décomposer en nombres impairs. On a dit en somme de nombres impairs. Par exemple, 1 au carré, ça fait 1. Bon, là, c'est un peu bête, c'est égal à 1 qui est un nombre impair. D'accord. 2 au carré, bon, là, ça fait 4. Donc, on peut le décomposer comme 1 plus 3. Voilà, c'est pas mal. 3 au carré, ça fait 9. Ça, on peut le décomposer comme 1 plus 3 plus 5. Ça marche vraiment. Et ainsi de suite. Le nème nombre au carré peut être décomposé comme la somme des n premiers impairs. Ce qui est un résultat assez joli. C'est-à-dire que par exemple, 16, qui est 4 au carré, ça va valoir 1 plus 3 plus 5 plus 7. Et ainsi de suite à l'infini. Et puis alors, ce qui est encore plus fou, c'est que ça marche aussi. Alors, c'est assez facile à démontrer avec nos outils modernes algébriques. Si on écrit avec le symbole sigma, etc., c'est facile. Mais il y a un truc qui est plus sympa, c'est avec les nombres cubiques. Ça marche aussi. Donc 1 au cube, c'est égal à 1. Bon, pareil, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. 2 au cube, ça vaut 8. Et bien 8, ça peut s'écrire comme 3 plus 5. Alors là, il n'y a pas le 1. On est passé de 1 à 3 plus 5. Bon, alors après, 3 au cube, ça fait 27. On s'était arrêté à 5, on a qu'à recommencer à 7. Donc ça fait 7 plus 9 plus 11. Vous voyez, vous en avez 3. Et puis, ainsi de suite, 64, ça va marcher avec 7, 9, 11, donc avec 13, 15, 17, 19, et ainsi de suite. Et donc cette décomposition des carrés et des cubes en nombres impairs, si on est honnête, elle a peu d'intérêt technique, mathématique. Mais esthétiquement, c'est quand même assez joli. Si vous prenez le temps de l'écrire sur un tableau, sur une feuille, vous voyez la suite des additions apparaître, ça donne quand même un sentiment de beauté. Je pense que pour des élèves de collège, c'est quand même un truc très simple, c'est des additions là dont on parle, ça donnerait une autre vision des maths. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est, juste pour conclure, et pour moi le plus grand intérêt de se pencher sur les maths de l'Antiquité, c'est que dans un monde où on voit les maths soit de façon horrible, c'est le truc que je détestais à l'école, soit de façon utilitariste, ça va me permettre de passer les meilleurs concours, d'être dans la meilleure classe ou d'avoir le métier le mieux rémunéré, s'intéresser aux mathématiques grecques, ça permet, je pense, de se souvenir d'une chose essentielle, c'est que les maths ne servent à rien et que c'est tant mieux. Je vous remercie. Merci.